Avez-vous déjà imaginé ce qui se passe vraiment sous la surface de votre jardin? Je sais, c'est tellement gratifiant de récolter ses propres légumes. Il y a quelque chose dans ce goût frais, directement de son jardin, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, la plupart des jardiniers amateurs ont déjà utilisé ces désherbants chimiques, ces engrais du commerce ou ces potions magiques au moins une fois. Et ça marche, en quelque sorte. Vos plantes ont l'air contentes, vous mangez des produits de votre jardin, et c'est une victoire et une satisfaction. Il n'est pas du tout question de culpabiliser le jardinier ordinaire, mais parlons du sol, pas juste de la terre, mais de ce monde vivant, qui respire et grouille sous nos pieds. Avec chaque produit chimique qu'on ajoute, on ne fait pas que traiter les plantes. On pourrait bien abîmer le sol et toute sa biodiversité. Les vers de terre disparaissent. Les microbes et les mycéliums meurent. Ce réseau secret qui rend les plantes fortes et résistantes commence à se dégrader. Maintenant, c'est facile de se dire, même les pros le font. En agriculture intensive, on utilise des traitements et additifs tout le temps, non? Mais sur le long terme, cette approche a un coût. Un sol appauvri, moins de biodiversité, moins de saveur, moins de vie, une dépendance croissante à la chimie. Alors, quelle est l'alternative? On parle de permaculture, pour créer un écosystème durable, productif et résilient, ou de la syntropie, qui imite la succession naturelle des écosystèmes pour créer des jardins très productifs et régénératifs. Ces méthodes ne consistent pas seulement à cultiver de la nourriture, elles consistent à travailler avec la nature, pas contre elle. Imaginez cultiver des légumes tout en augmentant le nombre de vers de terre, de champignons et de microbes utiles dans votre sol. C'est possible, un potager sain, c'est créer un système où tout aide tout le reste. Davantage d'oiseaux, des multitudes d'abeilles, un sol plus riche, et oui, des récoltes plus fortes et plus savoureuses. Mais voici la vérité. L'honnête vérité, c'est un chemin lent et difficile. Vous ne verrez pas de résultats explosifs du jour au lendemain. Parfois, vous aurez l'impression de reculer. Mais persévérez, et votre jardin s'améliorera chaque année. On a tous nos motivations pour jardiner. Une activité détente, le plaisir de manger ses propres légumes, ou simplement alléger la facture alimentaire. C'est tout à fait respectable. L'approche du mauvais jardinier, c'est accepter tout cela. Respecter des motivations variées, mais avoir une vision qui va plus loin. Sur cette chaîne, on apprend ensemble par les tests et par les échecs. Pas de récolte miraculeuse, pas de certitude, pas de solution facile, juste un lent apprentissage. On se retrouve dans quelques instants après le générique, mais juste avant, soutenez la chaîne. Likez, partagez et commentez cette vidéo. Donc nous voici dans ma zone envahie de topinambours. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé de nettoyer la zone à côté de la vigne. Donc les artichauts donnent bien, en tout cas 2 pieds sur 3. Alors la grosse avantage que j'ai remarqué, c'est que ces artichauts ne sont pas du tout attaqués par les pucerons, alors que tous les autres pieds sont plutôt couverts de pucerons. Alors la principale raison pour laquelle je pense qu'il y a un effet, c'est que c'est une zone qui est infestée de menthe, parce que j'en avais planté de la menthe poivrée et de la menthe classique, que j'avais planté pour pouvoir récupérer des feuilles et me faire des petites menthes, et puis pour les odeurs, etc. Et donc la menthe, notamment poivrée, est un répulsif à pucerons, donc comme cette zone en est infestée, il y en a partout de la menthe poivrée, du coup je pense que ça contribue à protéger mes artichauts. Donc voilà une petite conclusion pour le jour. Elle n'est pas définitive, il y aura peut-être des contre-exemples, mais en tout cas c'est plutôt encourageant dans mon cas. Là je voulais revenir donc sur cette zone qui était ma zone envahie de topinambours. J'avais, pour faire un grand ménage, tout arraché. Donc j'avais arraché tout, il y avait des framboises, il y avait des nouilles de topinambours, c'était infesté de liserons, et j'avais tout arraché. Et puis du coup, comme vous voyez, ça a repoussé aussi sec, hein. C'est vraiment envahi de topinambours. On voit des pieds partout, repoussés, grands, c'est une vraie forêt de topinambours. Alors quelques framboisiers aussi ont tiré leur épingle du jeu, ici, plutôt en périphérie du coup, un peu là.
et ici. J'ai d'autres framboisiers ici. Voilà. Mais surtout, ce qu'on constate dans cette zone, c'est que les liserons reviennent en force. Là, sur ce plancher là, où il y a un peu, alors, je vais me rapprocher, que vous voyez bien ça, mais regardez, un tapis de liserons. Donc dans cette zone là où c'est vraiment la jungle, où ça, où j'ai pas trop eu le temps de m'occuper depuis plusieurs, je dirais même années, c'est vraiment une zone que je délaisse. On peut tirer plusieurs conclusions. D'une part, ici, le liseron dominant n'est pas le même qu'ailleurs. Ici, c'est ce liseron-là avec des grandes feuilles en forme de cœur. Du liseron qui a tendance, voilà, on voit bien, hein, c'est une plante grimpante. Elle a vraiment tendance à aller chercher à monter vers le haut. Et puis, ben, vous voyez bien, par exemple, sur ce pied de topinambour, c'est un magnifique tuteur. Le liseron monte jusqu'à dépasser le topinambour. Il monte, on a partout. On voit ici, sur ce pied aussi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du liseron des champs. Donc c'est un liseron qui monte en hauteur et du coup qui se plaît particulièrement dans des environnements où il y a des plantes qui montent en hauteur, denses avec des plantes qui montent en hauteur. Ça lui permet d'aller chercher la lumière. Il fait des racines assez grosses, très fragiles, qui se cassent. Quand on essaie de l'enlever en cassant les racines, bah, du coup elle s'émiette très facilement et vous faites surtout, c'est surtout l'occasion de le ressemer ailleurs en fait, de favoriser sa multiplication. Donc, parce que le liseron, j'ai lu beaucoup de choses dessus, des techniques secrètes pour le éliminer. J'en ai testé certaines. Il y a beaucoup de marketing et de pseudo-astuces. Parce que le liseron, ça ne s'élimine pas comme ça, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc, j'ai pris le temps d'analyser un peu la situation. Donc, dans cette zone plutôt abandonnée du liseron des champs, un liseron qui monte en hauteur, qui se développe très vite, mais qui est plutôt fragile, hein, qui se casse, facile à arracher quelque part, parce que quand on arrive à la base, on arrive. Alors ça ne va pas l'éliminer, hein, bien sûr, c'est bien ce que je viens de vous dire, hein. Il y a des racines souterraines, des rhizomes, enfin, c'est pas tout à fait des rhizomes, en tout cas c'est des grosses racines qui servent au développement de la plante, qui poussent assez vite sous terre. Vous pouvez essayer de l'enlever en enlevant les petites racines, mais vous êtes mal barré, hein, parce qu'il y a des quantités énormes, ils se cassent très facilement. Donc vous allez plus en ressemer ailleurs qu'autre chose. Et en plus, autre mauvaise nouvelle, j'ai appris que le liseron, ses racines peuvent plonger jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc autant vous dire que vous n'êtes pas rendu à essayer de l'éliminer en enlevant les racines. Donc voilà, premier constat dans le jardin. Je vois même, il est tellement abandonné que j'ai même des ronces qui commencent à s'installer. Alors là, c'est vraiment un indicateur de zone délaissée, hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je m'en occupe un peu. Et c'est effectivement le programme de cette saison. Si on continue un peu sur d'autres secteurs du jardin, donc les secteurs un peu plus classiques. Donc là, c'est le secteur notamment que j'ai nettoyé. Donc partout, j'ai énormément de liserons. Donc un classique. Donc je me suis beaucoup penché dessus. Donc le liseron des champs infestait un peu la zone, tellement c'était abandonné. Mais le dominant, c'est ce liseron-là. Ça, c'est un liseron différent de l'autre. Un liseron qui est avec des feuilles plus petites, plus pointues. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un endroit où on le voit bien. Par exemple ici. Donc voilà, ça c'est le liseron qui m'envahit le plus. Que j'en ai de partout. Donc ça c'est un liseron rampant. Dès qu'il émerge du sol, tout de suite la première chose qu'il fait, il se met à faire un bouquet de feuilles, de tiges qui partent dans tous les sens au sol. Avec des feuilles. Donc il peut monter un peu en aérien, mais pas beaucoup. C'est pour ça qu'on l'appelle le liseron des champs. Donc c'est une autre espèce de liseron qui a à peu près les mêmes caractéristiques et que j'ai aussi énormément. Donc vous voyez, la moindre interstice, dès qu'il sort, il se met à faire des tiges dans tous les sens. Donc là c'est une zone en plus où j'ai déjà nettoyé, hein, donc il n'y en a plus beaucoup. J'en ai arraché pas mal. Mais bon, c'est juste pour pouvoir faire mes plantations et qu'elles puissent se développer en concurrence avec le liseron. J'ai bien compris que les actions que j'ai menées jusqu'à présent n'ont pas éradiqué le liseron,
ni même vraiment affaibli. Donc là, la vidéo du jour, on est là pour parler du liseron. Et pourquoi on échoue à traiter le liseron? Pourquoi on échoue? La réponse, elle est simple, hein, parce qu'on traite le symptôme et pas la cause. Donc je me suis beaucoup renseigné sur le liseron, j'ai essayé d'apprendre à connaître cette plante, parce que les plantes ne sont pas nos ennemis, les plantes sont des indicateurs d'un état, de notre potager, de notre environnement, de notre jardin. Et donc l'abondance du liseron est un symptôme, et donc du coup, l'idée c'est de comprendre ce symptôme et de trouver le remède. Donc le liseron, où c'est qu'il pullule? J'ai vu plusieurs vidéos en fait des gens qui étaient envahis de liseron après notamment avoir paillé abondamment. Et effectivement, j'ai trouvé que le liseron était une plante bio-indicatrice d'excès d'azote. Donc en fait, je pensais que mon sol était pauvre, trop pauvre, et j'ai abondamment mis du paillage, notamment de la tonte, beaucoup de déchets verts, mais des déchets d'arrachage de plantes, de désherbage. Je paillais ça au sol pour protéger, parce que c'est le paillage dont je disposais naturellement. Mais en plus, voilà, je reposais tout ça au sol et j'apportais beaucoup de déchets verts pour essayer d'enrichir mon sol. Et en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas le vrai problème. J'ai essayé d'enrichir mon sol, mais c'est pas seulement un problème d'enrichissement du sol, c'est un problème d'équilibre du sol. Car en fait, tout n'est pas qu'affaire de quantité, mais aussi d'équilibre. Mon sol est déséquilibré. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut que je rééquilibre mon sol pour pouvoir permettre un meilleur développement de mes plantes. Donc on voit globalement, mon sol n'est pas si mauvais que ça, hein, puisque j'arrive à faire pousser des plantes qui se développent bien. Par exemple les tomates, les courges se développent plutôt bien. Par contre, je rate systématiquement tout ce qui est radis, tout ce qui est betterave, je n'arrive pas à les faire pousser. Donc voilà, il y a des plantes qui se plaisent mieux dans certains équilibres et d'autres qui préfèrent d'autres équilibres. Afin de développer un maximum de plantes, le but c'est de rééquilibrer mon sol. Donc effectivement, voilà, typiquement avec mes gros apports de grande quantité de déchets verts, je mets des excès d'azote, ce qui fait que le liseron pullule. Vous voyez par exemple dans cette zone-là, on voit bien le liseron qui envahit mes buts. Ici, vous le voyez, liseron qui envahit mes pommes de terre. Alors il faut que je fasse attention quand je l'arrache pour ne pas casser le pied de pomme de terre. Et vous voyez, voilà, les liserons poussent abondamment. Donc, même si dans cette zone, c'est plutôt du liseron des prés. Alors, quel est le plan d'action que je vais mettre en place? Et je vous en fais profiter parce que si vous avez le même problème, vous pouvez mettre en place la même solution. Donc là, j'ai commencé à décompacter déjà mon sol. Donc, ce que j'ai vu comme intérêt de passer la grelinette et de décompacter le sol, c'est d'une part que ça... Alors, le mauvais côté, c'est que ça aère le sol, donc ça fait des passages préférentiels et le liseron se développe assez vite, plus vite, puisque du coup, il a des galeries, il a des passages, des interstices pour se développer. Donc ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'il est beaucoup plus facile à arracher. Quand on l'attrape, on tire, les filaments viennent assez facilement, parce que du coup, la grelinette a fragmenté des morceaux. Donc il est un peu plus facile à enlever. Donc ça ne va pas l'éradiquer comme je le disais avant, hein. Ça va juste l'enlever. C'est juste pour permettre aux plantes du jardin, à mes semis, à mes plants, de s'implanter plus vite par rapport à la concurrence du liseron qui risquerait de les étouffer. Donc voilà, mais je décompacte le sol, c'est une première étape. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le traitement, pour rééquilibrer le sol, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Donc je vais devoir vivre, je dis bien plusieurs années, avec cette problématique. Mais par contre, donc, les techniques magiques avec de l'eau savonneuse ou du vinaigre, oui, vous allez tuer des petits pieds, vous allez faire mourir des rampes de liserons. Si vous avez 3 petits liserons qui se battent en duel, ça va peut-être vous marcher. Mais quand c'est un problème systémique d'envahissement par le liseron comme chez moi, ça ne va rien résoudre du tout. Hein, vous avez tué 3 brins, j'ai déjà fait l'expérience, ça ne fait rien du tout. Donc le vrai enjeu, c'est de rééquilibrer le sol.
Comment rééquilibrer le sol? Si j'ai un excès d'azote, il faut que j'apporte du carbone. Et le carbone, comment on l'apporte? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut apporter de la lignine, des parties plutôt sèches. C'est-à-dire que en fait, on a les déchets verts, on a les déchets gris. Et donc ce qui est gris, c'est du sec, c'est du carbone. Donc moi, j'ai beaucoup de chutes de bois. C'est des produits de la taille. Donc l'idée, c'est que je vais broyer tout ça et je vais en faire des petites plaquettes où je m'en procurerai ailleurs si j'en ai pas assez ou si j'en ai... parce que c'est du boulot hein, de broyer tout ça. C'est vraiment du boulot. Donc du coup, je vais faire des plaquettes et je vais en mettre dans le jardin. Je vais utiliser ça comme paillage. Si je trouve aussi d'autres formes de paillage carboné, et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, je mettrai ça aussi au sol. Et donc mon but, ça va être de voilà, d'essayer de rééquilibrer mon sol. Un autre indicateur aussi très intéressant pour me dire, qui me conforte dans le fait que mon sol est trop azoté, je le vois, parce que là vous voyez, je suis dans une autre zone, donc la zone nord. On voit qu'il y a aussi, là ça c'est du liseron des champs, qui est en train de monter en aérien dans mes herbes. Donc là voilà, j'ai les dernières courges que j'ai plantées, tomates, et on voit, qu'est-ce qu'on voit aussi? Des orties. J'en ai beaucoup arraché ici. Bon, ils repoussent hein, du coup, parce qu'il y en avait énormément. Mais l'ortie, c'est aussi un indicateur d'excès d'azote. On le voit dans les champs des agriculteurs qui ont abondamment mis de l'azote. Il y a énormément d'orties qui poussent. On les voit dans les zones où les gens ont fait pipi, ont beaucoup uriné. Il y a eu des apports assez abondants d'azote, puisque l'urine est très riche. Et l'urine d'ailleurs est un très bon additif pour le jardin. Et donc du coup voilà, c'est aussi un indicateur que, et pourtant là j'ai pas trop fait de paillage, mais mon terrain est riche en azote, donc il va falloir que je lui apporte du carbone pour le nourrir, pour le rééquilibrer et pour le restructurer. Parce que du coup la conclusion c'est que mon jardin est déstructuré, mon sol est déstructuré. Donc voilà, cette zone j'ai tout dégagé, c'était une nuée d'orties et de mauvaises et d'adventices. J'ai arraché tout ça, j'ai mis un peu de compost, et on voit d'ailleurs, c'est pour ça que je vois des petits pieds de tomates qui poussent spontanément. Ça vient du composteur. Ça par contre c'est un pied de tomate ronde que j'ai planté. Donc là j'ai mis une courge qui va se faire un plaisir de monter en aérien. Donc je vais essayer de lui montrer un fil. Parce que là comme je me suis penché sur le fait que les courges aimaient bien grimper en fait, c'est pour ça qu'elles font des petites lianes pour s'accrocher. Je vais essayer de le monter plus en aérien pour... je veux en faire pousser au sol pour faire paillage naturel. C'est toujours comme ça que je me suis servi des courges au jardin. Leur contribution, c'est de faire du paillage naturel. Je vois aussi que dans cette zone, j'ai de la menthe qui pousse. Donc pareil, la menthe, ça me repousse les pucerons. Ça me protège aussi mes productions. Ici, j'ai planté aussi beaucoup de céleri rave. Donc on va voir ce que ça donne. Ils étaient très serrés dans leur petit pot. Là, je les avais semés très denses dans des pots pour essayer. Parce que j'avais beaucoup d'échecs. Mais c'est pas la bonne solution. Parce que après c'est très compliqué à séparer. J'ai beaucoup de pertes. Voilà. Si je continue ici, j'ai ma chayotte numéro 2. Mon deuxième pied de chayotte qui grimpe lui. Alors pour l'instant, je n'ai mis qu'un seul fil pour grimper. Alors il voulait essayer de monter sur mon hibiscus, je l'ai un peu guidé. Donc je le fais monter voilà, sur ce fil. Et je pense qu'il faut que je lui installe un deuxième fil pour partir de l'autre côté, qu'il aille par là. Hop, parce que là du coup j'ai un autre support pour pouvoir mettre un fil. Donc je vais essayer de le faire monter. Si j'y retourne là, j'ai mon pêcher, qui est très attaqué par les pucerons du coup lui. On voit qu'il y a les feuilles s'atrophient là, ça fait des gros bouquets de feuilles déformées et c'est les pucerons. Et les pucerons bénéficient en plus de la protection des fourmis. Donc moi j'ai beaucoup de fourmis, alors ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients. Il y a certains parasites qu'on ne retrouve pas. Donc voilà, on le voit ici. Là c'est mon autre pied de chayotte, le premier que j'ai planté. Donc du coup il n'est pas plus gros que le deuxième. Il a mis un peu de temps à s'en planter. Alors ce qui est bien c'est qu'il est parti sur deux fils différents. Un qui part à gauche là, et un autre qui part à droite. Et bien je vois bien qu'il essaie de s'accrocher directement sur le mur. Ce qui n'est pas pratique parce que j'ai pas vraiment de support, mais bon, il essaie de s'accrocher au mur. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai fait toute une structure de fil. Je pense que vous avez vu ça dans une vidéo précédente. Sinon, je vous mets le lien ici de l'autre vidéo où j'ai installé la structure. Vous pourrez voir ça. Mais voilà, en tout cas, il a la place pour se développer. Ici, on est dans la zone que j'ai décidé de faire à l'ombre pour faire développer mes fraises. Donc vous voyez, mes fraises, elles sont splendides, elles sont magnifiques.
Donc j'avais que 4 pieds finalement qui avaient pris sur tout ce que je semais. Par contre, comme c'est à l'ombre, bah, elles se plaisent bien, hein. Elles se plaisent bien, elles sont vraiment très belles, hein. Moi, j'ai jamais eu des fraises avec des feuilles aussi grandes. Elles se plaisent bien à plusieurs niveaux, parce que du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles me font plein de stolons. Donc ça veut dire elles veulent se reproduire. Donc, par exemple, là, j'ai un petit bouquet qui cherche à s'implanter. Donc bah, moi, ça me va très bien, hein. Je vais la laisser se pulluler. Alors peut-être qu'elle va pas me faire de fraises cette année, parce que du coup, les stolons, ça leur prend beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, j'aurai des fraises de partout. Et ça me plaît bien. Là, je vois aussi, j'ai beaucoup de graines. Ça, c'est de la graine de lierre qui pousse, parce que j'ai beaucoup de lierre à côté. Donc le lierre cherche à s'implanter un peu partout. Donc je l'arrache. Puis il va falloir que je fasse un beau paillage dans cette zone. Alors je vais essayer de faire justement un paillage chargé en carbone. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits morceaux de bois dans cette zone déjà. Et du coup là, je vais essayer de me mettre, voilà, là j'ai plein de petites brindilles. Donc du coup, dans ma stratégie de faire un paillage plutôt carboné pour rééquilibrer le sol, eh ben, je vais commencer aussi par cette zone. D'autant plus que les fraises sont très gourmands en nutriments, sont très demandeuses d'énergie pour bien pousser. C'est d'ailleurs pour ça que dans la nature, les fraises poussent dans les sous-bois, donc c'est-à-dire des zones à l'ombre et des zones avec moins de luminosité. Hein, j'avais une zone que j'avais mis sous ma vigne à la base, où j'avais fait des fraises. Je pense que je peux retrouver le lien des anciennes vidéos, je vous le mets là aussi. Elles sont toutes mortes, elles ont grillé, parce que bah, fallait arroser tout le temps si je voulais qu'elles survivent. Ce que je n'ai pas fait, et ce que je n'ai pas le temps de faire. Donc voilà, mais ici, là, elles se plaisent bien. Donc là, j'ai décidé que c'était ma zone de fraisier, et on va développer la zone. Bon voilà, après avoir passé la grelinette, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement que les liserons sont beaucoup plus faciles à arracher. Alors je vous dis, hein, c'est pas pour les éliminer, c'est juste pour permettre... Voilà, j'ai cassé la racine, et du coup il s'enlève assez facilement. Par contre, je vous dis, il va repousser plus vite, parce que le sol est plus décompacté. Donc c'est pas du tout un remède, mais ça me permet en tout cas de l'enlever provisoirement pour permettre la pousse sans concurrence au départ de mes plants et semis. Et ensuite, ben, de toute façon, il va envahir le jardin, puisque tant que j'aurai pas mis d'action de fond en place, il sera dominant. Hop, vous voyez, hein, ça vient assez facilement. Donc merci la grelinette pour ça. Vous voyez, ça c'est vraiment radical. Donc ça c'est pour un traitement rapide, un, un- un curatif rapide et provisoire. Hop, pareil. Donc pas de magie, pas de remède miracle. Vous voyez, mais vous voyez comme elle est tordue, les racines sont tordues dans tous les sens. C'est pour ça que quand vous essayez de l'arracher normalement, comme elles sont tordues dans tous les sens, coudées, bah, dès que vous tirez un peu dessus, ça casse. Et ça casse au niveau des coudes. Là, comme c'est décompacté, toute la racine, enfin une plus grande partie de la racine vient. Et comme je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc ne croyez pas que vous puissiez vous débarrasser du liseron de cette manière. De toute façon, on ne se débarrasse pas d'une plante. Si on emploie aujourd'hui le terme d'adventice et pas de mauvaise herbe, c'est que c'est une plante qui est adaptée à votre terrain. Donc si elle est là, c'est qu'elle s'y plaît. Il n'y a pas de magie. Quand une plante pousse bien, c'est elle sait qu'elle s'y plaît. Et vous voyez là encore. Et pourquoi elle se plaît dans mon terrain? Comme je l'ai expliqué, trop d'azote. Donc la solution, c'est pas de tout arracher, c'est de remédier au problème de fond, à la racine, à la cause source de mon mal, le déséquilibre de mon sol. Donc je me répète, hein, je le sais, mais il est important de bien comprendre comment on résout un problème. On ne résout pas un problème en traitant le symptôme. Hein. Si on s'occupait du problème à la cause de tout, on gagnerait du temps et de l'argent. Voilà, encore un lierre qui pousse. Hop, j'en profite pour l'arracher.
Donc voilà, ça c'est des coquilles de moules que j'ai grossièrement écrasées. Vous voyez, faut que je les écrase plus fin. Je vais essayer encore de les broyer à l'intérieur du sac là. Et donc une fois que c'est bien broyé, je mets ça au pied des pêchers et des besoins des arbres qui aiment bien avoir un sol un peu plus calcaire. Alors là, parce que du tout, c'est pas du tout utilisable par l'arbre en l'état, hein. Par contre, ça va être mélangé au sol et ça va être exploité par la vie du sol, par les bactéries, par les champignons, par tous les organismes qui sont capables de récupérer le calcaire et du coup qui vont à terme, et à terme, quand je dis à terme, c'est dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années, ce calcium sera accessible à la plante. Donc voilà, une petite poignée. Regardez, mon plan était complètement recouvert de parasites, des pucerons et des petites bêtes suceuses comme vous voyez ici. Il y en avait partout. Et maintenant, il y a beaucoup de corps desséchés et ces petits œufs ou chrysalides grises, rondes, d'où sortent des guêpes. Vous voyez une guêpe, une de ces petites guêpes là, noires que vous voyez. A priori, leur larve doit se nourrir généreusement de ces parasites. Ainsi, la population est régulée, ainsi les équilibres sont retrouvés. Regardez ici cette petite araignée en train de se délecter d'un puceron, d'un des parasites. Ah, elle vient d'attraper aussi une des petites guêpes. Il y a un autre prédateur des parasites. Là, elle est prise. Je crois que elle ne va pas s'en sortir. Ah ben enfin, les voilà. Enfin, ce précieux allié contre les pucerons qui montre le bout de son nez. Ils arrivent tard cette saison. Enfin, voilà la coccinelle. C'est bon les pucerons. Ce chou était blindé de pucerons et de parasites. Et maintenant, il se retrouve comme un cimetière de parasites. Tout a été dévoré. On voit des cocons abandonnés, des coccinelles, des larves qui se nourrissent goulûment des pucerons et quelques fourmis qui viennent récolter du miel là. Alors regardez une scène rare. On voit un lombric en train de ramener des déchets verts sous terre. Vous voyez, les lombrics en fait ont un trou, sont la journée sous terre, et à un moment donné, ils vont sortir, attraper des déchets verts en surface et les ramener sous terre pour les manger. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, d'où l'importance d'avoir des lombrics dans son jardin. Donc ici, j'en ai deux en train de s'affairer. J'en ai un ici, sous cet escargot. Et un autre là que j'ai dérangé.
C'est pour ça que tous ces petits bouts de bois ces brindilles sont accumulés là, devant son entrée. Parce qu'il les a ramenés. Et comme moi j'ai arraché beaucoup de feuilles, puisque je viens de travailler la zone, il n'y a plus grand chose à manger pour lui. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je ramène un petit peu de déchets verts. Ce qui va permettre aux lombriques de fertiliser le sol. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que le sol reste nu. Il faut vraiment mettre du paillage de surface. Voilà. Est-ce qu'il est parti complètement? Je pense que la lumière l'a fait peur. C'est vraiment sympa d'avoir pu voir ça. Parce que c'est vraiment très rare de voir les vers de terre en pleine action. Donc ça c'est vraiment cool. Je vais profiter de cette vidéo.